Bonjour à tous. Nous allons passer maintenant à notre première invitée pour la table ronde 2021 du rendez-vous des coureurs des bois, Madame Jenny Brun, chargée de cours à l'UQTR, médiéviste de formation. Si vous voulez maintenant vous présenter au public, ça serait très apprécié. Merci beaucoup d'être venu. Merci de l'invitation. Donc, d'une part, effectivement, je suis médiéviste, surtout spécialisée sur la pensée politique dans la littérature à la fin du Moyen Âge, français principalement. J'enseigne à l'UQTR, à l'Université de Montréal, à l'UQAC, Rimouski depuis l'automne. Maintenant en ligne parce que forcément à la pandémie, on reviendra en présence, on l'espère, de façon normale à partir de l'automne. Pourquoi s'intéresser effectivement? En fait, pourquoi un médiéviste, même si je donne des cours d'époque moderne, peut s'intéresser à ces thématiques? En fait, les parallèles sont intéressant, dans le sens où on est dans une histoire de longue durée. Quand on parle de la campagne, quand on parle de la vie rurale, c'est en effet la longue durée de l'histoire. Il y a énormément de similitudes. C'est un rapport à la terre, c'est un rapport à l'agriculture. Les sociétés traditionnelles, elles sont agraires fondamentalement. Elles peuvent, oui, déboucher sur du commerce, elles peuvent se spécialiser en développer l'artisanat, mais elles sont agraires. Donc, il y a des permanences, il y a quand même des différences. Et c'est en ce sens-là que je voulais contribuer pour montrer à la fois les éléments communs, mais aussi faire ressortir par vos présentations les particularités qu'on trouve dans l'espace qui est le nôtre par rapport à l'espace européen. Certes, c'est un panorama que je vais présenter, donc pas tellement plus large que ça, pas plus spécialisé, plutôt vraiment un panorama pour en fait situer les choses. Et l'intérêt de la forme qu'on utilise, c'est que c'est accessible. Facilement accessible, c'est un avantage. Oui, on a beaucoup protesté sur les cours en ligne, on a regretté de ne pas se voir, on a regretté d'avoir des écrans fermés. J'en parlais avec Alexandre avant de commencer. C'est vrai, c'est un fait, mais il y a quand même un avantage considérable, c'est de rejoindre. Des gens qui pourraient pas se déplacer, on rejoint et on peut diffuser par l'image, par notre voix, de façon assez fluide. C'est que bénéfique. Voilà. Merci beaucoup, Madame Brun. Alexandre. Sans plus attendre, nous allons enchaîner avec Madame Jenny Brun, avec sa présentation sur l'espace et le territoire en, euh, en Europe par rapport à la vie rurale, la société. Donc, Madame Brun, la place est à vous. Merci. Donc, en effet, comme je l'ai mentionné, je voulais voir les parallèles, mais aussi les éléments de distinction. Je vais brosser un panorama assez large. En fait, qu'est-ce qu'on entend par ancien régime? Certes, on se base beaucoup sur l'époque moderne avant la Révolution française, mais on peut remonter aussi au Moyen Âge et on pourrait, à la limite, quand on regarde la façon de cultiver le sol, de l'habiter, de l'aménager aux bas empires romains. Dans les villas romaines où les grands propriétaires font cultiver leurs terres par des colons, certes des esclaves, mais l'esclavage est en régression vers le 2, 3e, 4e siècle et les colons sont majoritaires. Donc, on a quelque chose d'assez similaire. C'est ce que Fernand Braudel mentionnait comme la très longue durée de l'histoire, liée aux saisons, liée à un mode agraire qui change relativement peu. Certes, il y a des améliorations techniques, surtout au Moyen Âge central. On va en retrouver à la fin de l'Ancien Régime d'Europe moderne aussi, mais on est effectivement dans une très longue durée. Quand on parle de culture, et ça c'est intéressant parce qu'on a ça en effet dans le français, on a ça dans les langues latines, culture désigne
la mise en valeur des terres, et ce qui n'est pas mis en valeur, c'est inculte. Par extension, on va utiliser ces termes-là aussi pour le savoir, l'ignorance et le savoir, la culture et l'inculture, mais à la base, on est dans vraiment l'agriculture, on est dans la mise en valeur des terres. Et ces dernières ne sont pas, sont valorisées comme telles. Donc, quand on pense aux campagnes de l'Europe, de l'Ancien Régime, il faut se rendre compte que c'est un univers, en effet, où ce qui est mis en valeur est beaucoup plus valorisé, fait partie de la civilisation. On ne valorise pas l'espace naturel, mais ce qui est modifié par l'homme, ce qui est mis en valeur, ce qui est inculte et sauvage, païen, dangereux, inhospitalier. C'est pas du tout la vision romantique, hein. La vision qu'on a un peu des espaces naturels, c'est celle des romantiques. Donc, avant cette période-là, c'est effectivement quelque chose qui est aménagé. Donc, on va revenir sur la vie des campagnes. Je vais proposer en deux plans un portrait assez global. Qu'est-ce qu'on a comme situation? Quels sont les modes d'encadrement des hommes? La seigneurie, certes, la production, et je vais déboucher un peu sur le commerce, celui de proximité, vendre ses surplus à la ville, voire un commerce un peu plus étendu, fluvial, maritime. Parce que pour que ce soit possible, il faut quand même que l'agriculture soit, somme toute, relativement dynamique, avec des bémols tout de même. Donc, c'est ce que je vous disais, en effet, le paysage, il est peu représenté pour lui-même. Il sert de toile de fond sur des scènes plus importantes et il est toujours vu dans ce rapport à ce qui est modifié par l'homme, ce qui est occupé. Donc, l'espace civilisé, parce que c'est ça. Quand on parle de forêt, quand on parle de lande, on parle d'un espace qui n'est pas civilisé, avec tout le danger que ça peut évidemment contenir comme tel. Donc, cet espace, il est celui de la campagne. Ce sont des terres généralement de blé. Donc, si on prend surtout la France, mais c'est vrai aussi de d'autres pays, c'est une culture de céréales, fondamentalement, le blé étant valorisé, mais le blé épuise les terres. Et on se retrouve avec une situation qui a une certaine problématique, c'est-à-dire que avoir un cheptel pourrait permettre de se sortir d'une agriculture dépendante, fragile, limitative, mais ça voudrait dire consacrer des terres au bétail. Donc, la transition, elle est difficile. Et le monde rural, au fond, c'est l'espace le plus important. L'écrasante majorité de la population, elle vit à la campagne. On dit à peu près 85%, mais c'est de 80 à 90% dans certains cas. Et les pays les plus peuplés, les pays qui se développent le mieux durant l'Ancien Régime sont des pays où on peut cultiver longtemps, relativement, où on peut cultiver surtout des céréales, notamment du blé. Où on trouve plus d'élevage, c'est qu'il y a une limitation dans la culture. Donc, cette population, elle est paysanne, certes, mais elle est plus large quand on parle de nos 80, 85, 90% de la population à la campagne. Oui, l'écrasante majorité est constituée de paysans, mais vous avez évidemment les seigneurs, le bas clergé pour les pays catholiques, évidemment avec la réforme protestante, ça change la donne pour certains pays, les communautés monastiques qui cultivent le sol aussi. La règle bénédictine, ora et labora, trier et travailler, fait en sorte que la culture du sol, elle est fondamentale. C'est une façon de se rapprocher de Dieu, hein, c'était perçu comme ça par Benoît de Nursie. Si, en effet, beaucoup de paysans vivent dans la seigneurie, donc ont l'usufruit de la terre mais n'en sont pas propriétaires, on a très souvent, on a longtemps en fait sous-estimé les alutiers, ceux qui sont propriétaires du sol sans aucune redevance seigneuriale. Cependant, ce n'est pas la propriété du sol qui fait vraiment la richesse et l'indépendance d'un paysan, c'est le cheptel. C'est vraiment
d'avoir des animaux de trait. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir les louer, en tirer un revenu. Non seulement il peut labourer son sol, obtenir de l'engrais, mais il peut aussi louer à des paysans moins nantis, tirer un revenu. Et c'est là qu'on voit une élite dans le monde de la paysannerie, ceux qui possèdent un cheptel, parce que être à l'outier d'une terre trop petite, peu rentable, sans la protection d'un seigneur, parce que c'est la contrepartie, hein, c'est d'avoir une protection, peut être très risqué, pas nécessairement rentable. Un paysan peut survivre à une mauvaise récolte, mais peut difficilement en assumer 2 ou 3 de suite. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas être propriétaire du sol qui fait la différence comme telle, mais bien d'avoir un cheptel. Et c'est là qu'on voit cette distinction entre les paysans qui sont dits dépendants, donc qui vivent dans la seigneurie, qui ne sont pas propriétaires et qui parfois ne peuvent pas avoir de cheptel, même lorsqu'ils sont alloutiers, et les paysans dits indépendants, qui sont minoritaires, parce que c'est coûteux, c'est complexe. Ceux qui ont plus de moyens ont des chevaux. Ça a été un grand progrès d'ailleurs du Moyen Âge central, d'être capable de ferrer correctement les chevaux, de les utiliser comme animal de trait. Ça a fait une différence conséquente, mais vraiment fondamentale, sauf que c'est plus cher. Donc, là aussi, on est dans un mode assez limitatif où pouvoir avoir une ascension sociale reste quand même difficile, d'autant plus qu'à la période moderne, le mariage est tardif. C'est ce qu'on appelle une démographie d'Ancien Régime, mortalité quand même assez élevée, mortalité des femmes en couche, entre autres, mortalité infantile qui est considérable. Ça reste vrai, hein, ça reste vrai facilement, je vous dirais, dans les siècles passés, l'Ancien Régime comme tel. L'âge du mariage est retardé si on compare au Moyen Âge central, où les premières grossesses arrivaient à peu près à 14 ans, voire parfois plus jeune. Donc, c'est à peu près 10 ans de moins de nuptialité. Est-ce que c'est une adaptation aux difficultés d'être capable de faire vivre une famille? Probablement, inconsciemment. Donc, on retarde de plus en plus l'âge du mariage, mais il y a quand même, à la fin de la période surtout, un progrès, dans le sens qu'il y a un accroissement démographique. Donc, vous avez une période assez stable, un accroissement démographique qui va s'accentuer avec la révolution industrielle anglaise et qui change un peu la donne. Vous aviez un royaume de France très peuplé, basé fondamentalement sur l'économie agraire. L'Angleterre va démarrer évidemment sa révolution industrielle, sa première phase, et ça change effectivement l'équilibre à ce niveau-là. Donc, on a en effet une situation qui change. C'est une population très variable, dépendamment des pays. Vous avez des pays beaucoup plus peuplés comme tels. Encore, c'est relatif, hein. Quand on dit beaucoup peuplé, c'est pas par rapport à ce qu'on connaît, là. C'est par rapport à la situation de cette période-là. Les Pays-Bas s'en tirent relativement bien. D'ailleurs, les Provinces-Unies, lorsqu'elles vont déclarer leur indépendance par rapport à l'Espagne, vont pouvoir profiter de terres assez rentables, certes limitées, prises sur l'eau en bonne partie, donc gagnées sur la mer, mais ce sont des terres très fertiles. Et les Néerlandais vont beaucoup travailler à introduire de nouvelles plantes fourragères, à revoir le mode de fonctionnement des terres, l'assolement triennal, et développer aussi, perfectionner les races bovines. Donc, même si le pays est petit et limité, au niveau agricole, ils s'en tirent très bien. Et ça va dynamiser leur commerce. Donc, il y a un rôle direct entre la production agricole, être capable de dégager des surplus, de nourrir une population, de permettre à certains de se spécialiser entre les semences et les récoltes, voire de se spécialiser de façon plus large, dynamise le commerce. Ce n'est pas la seule explication du progrès des Provinces-Unies, mais c'est quand même un élément fondamental.
Vous avez des pays moins peuplés à la base, mais ça va changer radicalement à la fin de la période. Angleterre. Méditerranéen, en Méditerranée, les terres sont pauvres. De façon globale, l'occupation, elle est ancienne, mais le sol est sec, les terres sont pauvres. Donc, on est dans une économie, je vous dirais souvent mixte, avec des productions d'appoint, viticulture, entre autres, les oliviers. Donc, ces productions permettent de pallier, si vous voulez, à la difficulté d'avoir une culture de céréales. Qu'est-ce qu'on a comme encadrement de façon globale? C'est la seigneurie. Donc, dans la forme d'encadrement la plus large, c'est vraiment le système seigneurial. Il se déploie différemment en Europe. Donc, ce n'est pas le même modèle qui s'applique partout. Il est très ancien, il précède la féodalité et il va survivre à la féodalité. On en parlait un peu avant de commencer, notamment comme tel. On a tendance à donner une définition qui est peut-être trop large du système féodal et confondre avec la seigneurie. La féodalité, dans son sens vraiment strict, c'est l'organisation des nobles entre eux pour les questions militaires, juridiques. Certes, le fief est très souvent de terre, pas toujours, mais très souvent de terre, et ça peut se rejoindre à ce niveau-là, mais ce n'est pas les mêmes types d'organisation. Et la féodalité qui est née pour pallier à la décentralisation, excusez-moi, à la suite de la fin de l'Empire carolingien, survit très mal à la centralisation du pouvoir royal et à la montée de la bourgeoisie. Donc, dans les faits, en Europe, on n'a jamais aboli comme tel la féodalité de facto parce qu'on ne l'a pas créée de toutes pièces, mais à partir du 13e siècle, ça s'étiole. Honnêtement, ça se fissure, on ne peut plus vraiment parler de féodalité. Par contre, la seigneurie, elle touche vraiment l'organisation de la terre, du sol. Elle est beaucoup plus fondamentale que le système féodal. Et oui, la seigneurie est la forme la plus large. Cependant, si le seigneur est propriétaire du sol la plupart du temps, on trouve très souvent en Europe des systèmes mixtes. Pourquoi en fait? Parce que justement, c'est très ancien. Et on a donné des terres à plusieurs, on a des systèmes qui sont très disparates. Donc, un seigneur peut avoir la propriété du sol, un autre peut avoir des droits de passage, de guet, des droits de justice sur exactement le même territoire. Ça devient très complexe parce que justement, tout ça s'est greffé au fil du temps. On avait besoin d'offrir quelque chose en lien avec la fidélité et on a une multitude de droits. Et vous pouvez avoir des seigneuries même partagées par deux seigneurs au niveau carrément du sol. Elles n'ont pas une forme harmonieuses, elles n'ont pas une forme équivalente. Vous avez des très grandes seigneuries, vous avez de minuscules seigneuries qui fait en sorte que le seigneur en vit relativement mal. Ça va rester quand même assez longtemps. Est-ce que la seigneurie permet à tous les nobles de vivre confortablement? Je vous dirais, c'est du cas par cas. Le droit des censitaires ou des manants sur la seigneurie dépend aussi. Sans compter le village qui est une autre forme d'organisation, sans compter les haletiers qui se greffent à ça. C'est un ensemble particulièrement complexe, d'autant plus qu'en Europe, on abroge rarement les coutumes, on les superpose. Donc, vous avez des couches de lois, de coutumes, où on ne s'est pas donné la peine en créant une nouvelle de voir si elle était contradictoire avec l'ancienne. Les procès sont presque géniaux dans le sens que c'est fou à quel point ça devient complexe. Faire valoir ses droits. Imaginez un incendie, les documents brûlent. Faire valoir ses droits. Comment un noble peut faire valoir ses droits? Les bourgeois commencent à acheter des seigneuries. Et là, ça change aussi la donne. Donc, on a cette structure, c'est très ancien, hein? Domaine qui appartient propre au seigneur, les censives qui sont des unités de redevance cultivées par des manants, ce sont des clauses, ce sont des contrats,
c'est différent d'un cas à l'autre, c'est toujours très, très varié. Donc, là aussi, il faut tenir compte de cette situation complexe. Les femmes peuvent être seigneurs, les hommes peuvent l'être aussi. Les communautés monastiques en pays catholique sont aussi seigneurs d'une certaine façon. Certes, pas les moines ni les moniales à titre personnel, mais la communauté peut être propriétaire du sol. Est-ce qu'ils les cultivent directement? En général, non. Ils confient une bonne partie à des paysans, ce qui les amène à ne pas tout à fait respecter la règle bénédictine, où ils sont censés travailler le sol. Mais on comprend qu'en devenant de grands propriétaires, ils sont plus capables de cultiver eux-mêmes le sol, se consacrent à des activités un peu plus intellectuelles. Donc, il y a une interprétation plus laxiste de la règle bénédictine. Donc, on a cette structure et effectivement cette forme. C'est une économie assez traditionnelle, comme je vous l'ai dit, culture des céréales majoritairement, avec une gradation, c'est-à-dire dans la valorisation. Le blé étant ce qui est le plus valorisé, le froment. Plus vous allez avec des céréales un peu plus robustes, elles sont destinées aux paysans, elles sont destinées en bas de l'échelle, carrément au bétail. Un peu l'inverse de nous, hein. Nous, on cherche des grains entiers. Justement, de l'orge, du seigle, des choses un peu plus nutritives, mais à l'époque, c'est pas du tout ça. Il faut dire qu'on a de la difficulté à bien moudre correctement, ce qui fait qu'elles sont parfois indigestes et vous avez des parasites qui peuvent se loger sur certains grains. L'ergot du seigle, qui est une maladie qui devient mortelle. Donc, c'est associé à un risque. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de parasites? Comment garder les grains au sec? Les empêcher d'être humidifiés et donc de périr, de devenir indigestes, de devenir inutilisables, ça reste une problématique assez importante. Mais ça n'empêche pas certains d'être capables de dégager un peu de surplus, de se spécialiser et de vendre à proximité. Parce que le commerce le plus important, en fait, pas le plus prestigieux, je suis d'accord, mais le plus important, c'est le commerce de proximité. C'est de vendre ses surplus à la ville la plus proche. Les villes, pour se développer, ont besoin des campagnes fondamentalement. Elles sont dépendantes des surplus agricoles. Fournir une main-d'œuvre aussi. Les paysans, dans les périodes où ils ne sont pas au champ, vont souvent lorsqu'ils sont jeunes, offrir leurs services à la ville pendant une certaine période, à titre un peu de manœuvrier. Donc, le commerce le plus fréquent, c'est un commerce terrestre avec des animaux, parfois une petite charrette si on a plus les moyens, les ânes étant les plus robustes, et on leur fait mauvaise presse aux pauvres bêtes. Non, c'est très, très aimable, un âne, il faut juste pas les énerver, mais bref, c'est un animal quand même très, très utile parce qu'il peut transporter une charge, somme toute, assez importante. Ça reste tout de même un commerce de proximité. Déjà, la nourriture comme telle peut transformer. On peut pas aller très loin. C'est plus ou moins rentable, mais ça permet à plusieurs d'avoir un surplus comme tel, d'avoir un revenu d'appoint. Et ça permet aux villes de se développer. Cependant, les routes sont difficilement carrossables, on va le dire. Elles sont pas toujours faciles, parfois dangereuses. Vous savez, vous avez toujours ces récits, hein, de passer dans les forêts, des bandits, etc., la peur de faire de mauvaises rencontres, d'être pillés, d'être attaqués. C'est un classique. Donc, ceux qui ont un peu plus de moyens vont faire un commerce fluvial. Ça dépend évidemment du pays. La France a un très bon réseau hydraulique. Ça a été une mauvaise chose durant les incursions vikings, puisqu'ils sont passés, ils sont rentrés par les fleuves, la Seine et la Loire en particulier, mais c'est une très bonne chose, à l'inverse, pour le transport des marchandises. Et là, on peut transporter beaucoup plus, notamment de l'intérieur du pays, matières premières, aussi première ou deuxième transformation, vers les côtes et vice-versa. Souvent, ce sont des barques à fond plat avec des métiers consacrés. Les gabardiers, si on prend l'expression qu'on voit surtout vers le sud, sont spécialisés de père en fils. Ils transportent la marchandise. Par contre, ils ne fixent pas les prix. Ce sont les grands marchands côtiers, notamment bordelais, qui fixent les conditions et qui
fixe les prix. Et ça, le train va détruire ça. Et oui, le train, effectivement, je suis d'accord, là, il y a un avant et un après, parce que le chemin de fer remplace cette voie fluviale. Et c'est tout un métier qui disparaît littéralement, hein. C'est une économie qui disparaît, celle des gabaritiers, celle, au fond, de ceux qui font transporter par les voies fluviales. Mais si on pousse un peu plus loin, comment s'assurer de transporter des marchandises de plus-value avec vraiment une valeur ajoutée de l'Atlantique à la Méditerranée et vice-versa? La France a un certain problème là-dessus. Oui, l'étendue du territoire est vaste, bien fournie au niveau hydraulique, mais pour rejoindre la Méditerranée, il faut passer par le détroit de Gibraltar. Ce détroit a été propriété de l'Espagne, ensuite propriété de l'Angleterre, dans tous les cas rivaux ou ennemis. Et vous savez un peu à quoi ressemble Gibraltar, c'est un beau gros rocher, vous mettez des canons sur le haut, et c'est très facile de couler les bateaux qui passent. La Méditerranée, c'est une mer presque fermée, hein, c'est une espèce de verrou. Donc, comment s'assurer que les bateaux ne soient pas systématiquement ou presque coulés parce que ça ne devient pas rentable? Des canaux. Et là, ça veut dire, par contre, racheter les droits de passage, exproprier, creuser, aménager. C'est possible si le pays est sous un gouvernement centralisé. Autrement, oubliez ça, parce que ça demande quand même ici une organisation. Ça a été pensé rapidement. Déjà, Henri IV pensait à peut-être faire le canal. C'était complexe. C'est surtout sous Colbert. Et c'est pas étonnant que ce soit sous Colbert, donc Louis XIV, qu'on va vraiment inaugurer le canal des deux mers, qui est aujourd'hui le canal du Midi, hein, qui est une voie de plaisance, mais à la base, c'est une voie fondamentale. Et c'est conséquent, c'est vraiment incroyablement important. Ça leur permet de relier l'Atlantique et la Méditerranée. C'est fondamental et c'est une possibilité de commerce qui vient évidemment ici de s'accroître de manière importante. Bon, l'ingénieur ne verra pas. Pierre-Paul Riquet ne verra pas la fin de son œuvre, il ne pourra pas couper de ruban, il décède un peu avant, mais c'est colossal. C'est un des premiers grands canals, bon, évidemment à part Corinthe, là, mais ça c'est autre chose, c'est l'Antiquité, c'est un des premiers grands canals. Vous allez en avoir en Angleterre au 18e siècle aussi, pour transporter notamment le charbon. Et c'est lié, ça aussi, à la révolution industrielle anglaise, là, parce qu'il fallait aménager pour que ça soit plus efficace. Et quelque part, ça peut permettre de dynamiser le grand commerce maritime. Celui qui est le plus rentable, on le connaît, tous les empires coloniaux vont pousser sur ce grand commerce avec des formes différentes, mercantilisme davantage du côté français, du côté espagnol, libre commerce en Angleterre un peu plus tardivement. Donc, on a en effet cette explosion sur la façade atlantique, principalement, mais il y a toujours un commerce méditerranéen. Même si Venise est en déclin, même si Gênes, la République de Gênes n'est plus la grande puissance qu'elle était, pour fournir ses marins aux Espagnols et aux Portugais d'ailleurs, au 16e siècle, c'est pas pour rien. Donc, on a effectivement cette ouverture que l'on connaît avec l'amélioration des bateaux. La caravelle, la voile triangulaire combinée aux voiles carrées, le gouvernail des tambours. Pourtant, ce sont les galions. Pourquoi les galions remplacent très souvent la caravelle, qui est pourtant beaucoup plus flexible? C'est littéralement le tonnage. On peut mettre beaucoup plus de marchandises dans les galions, mais ils sont lents. Ils sont très lents. Ça, c'est l'autre problème. Et les villes portuaires vont se développer sur la façade atlantique. Lisbonne, qui malheureusement va subir un tremblement de terre au 18e siècle. Et plus au nord, une qui est quand même en lien direct. J'aurais pu vous mettre La Rochelle, mais comme je trouve magnifique Saint-Malo, et que ça me fait penser à Québec, où je suis restée plusieurs années. J'ai fait mon doctorat là, d'ailleurs. Voilà, je vous ai mis, pour terminer, la très, 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 très belle ville des Corsaires, qui est son surnom, qui est Saint-Malo. Merci beaucoup, Madame Brun.
Très intéressant. Je pense que le public va apprécier tout ce savoir-là beaucoup plus accessible et synthétisé. Et pour nous expliquer enfin un peu la perspective européenne, c'est quoi la réalité de l'Europe en parallèle à ce que notre histoire en Nouvelle-France a vécu.